France, une femme sur 4 a peur aujourd'hui dans la rue. Injures, gestes déplacés, baisers ou caresses forcées. Une journaliste envoyée spéciale a fait le test en caméra cachée. Elle nous livre un document choc sur les agressions au quotidien, le harcèlement de rue. Une enquête ensuite sur les lunettes. 40 millions de Français en portent. C'est un marché très rentable. Nous avons débusqué de petits arrangements et de vraies combines. L'Inde est-elle le nouveau laboratoire de l'industrie pharmaceutique? De plus en plus de nouveaux médicaments testés là-bas. Des essais moins chers, des procédures moins contraignantes. Révélations sur des scandales qui se multiplient. Bonsoir à tous. Sifflets, mains aux fesses, insultes. Une femme sur 4 a peur dans la rue. 1 sur 5 s'est déjà fait insulter. 1 sur 10 a subi des baisers ou caresses imposées. En France, ces chiffres ont surgi dans l'actualité après la diffusion d'un documentaire belge. À Bruxelles, une jeune femme s'est filmée en caméra cachée au fil de ses déplacements dans la ville. Ces images révélaient ses agressions au quotidien. Plus rien à voir avec la séduction homme-femme, avec de la drague, mais c'était bien de harcèlement sexuel dont il était question. Alors, nous avons décidé de réaliser le même document en France. Une journaliste pour envoyé spécial, équipée d'une caméra discrète, s'est elle aussi filmée dans les transports en commun, dans une gare ou dans la rue. Un document choc qui révèle à son tour que dans l'espace urbain, les femmes sont souvent humiliées, agressées. Pas facile de se déplacer dans la peau d'une femme. Virginie Villard, l'auteure de ce reportage, sera sur ce plateau pour répondre aux questions de Guylaine. Un samedi soir comme un autre sur les Champs-Élysées, au cœur de l'hiver. Des milliers de touristes sont venus admirer les vitrines de l'avenue. Longue de 2 km, elle est la plus visitée au monde et la plus romantique aussi. Du moins, quand on est en couple. Il est 23 h, je m'y promène seule, équipée d'une caméra cachée et suivie discrètement par un caméraman. Ces compliments, de nombreuses femmes citadines les entendent régulièrement. Une drague ordinaire, presque traditionnelle dans un pays latin comme la France. Je peux vous parler d'une petite seconde, c'est possible ou pas? Bah de quoi? De vous. Ah bon, pourquoi? Ouais, pour dire que vous êtes une charmante demoiselle déjà pour bien commencer. Bah c'est gentil, merci. Voilà. Et si je pouvais avoir un petit contact avec vous qui me permettrait de plus communiquer avec vous. Non mais ça va, merci, je suis pressée. Mais moi je peux marcher avec vous, il n'y a pas de problème. Non mais c'est gentil. Mais je peux marcher avec vous, en même temps vous me donnez vos coordonnées. La séduction de rue vise souvent à obtenir un numéro de téléphone portable. Mais pas seulement. Quelques mètres plus loin, un groupe m'aborde et le ton devient nettement plus direct. Vous avez quoi? J'ai une suite. Vous proposez d'aller à l'hôtel? C'est ça. Juste pour avoir un peu de... C'est un hôtel 4 étoiles, madame. C'est un hôtel 4 étoiles. L'approche est tellement frontale que dans un premier temps, je ne la prends pas au sérieux. Mais ces jeunes me montrent bien une carte magnétique. Ils affirment que c'est la clé d'une chambre. C'est pour accéder à l'hôtel. Directement. Je peux voir. Ils rentreront sans moi dans leur hôtel. Il est minuit sur les Champs-Élysées. Et plus l'heure tourne, plus la drague est agressive. D'habitude, comme la plupart des femmes qui entendent ces insultes, je passe mon chemin. Mais tout au long de ce reportage, je vais chercher à faire parler les hommes qui m'invectivent. Excusez-moi, pourquoi vous me dites ça en fait? Vous êtes très jolie, madame. Je n'ai pas ta grand-mère. J'ai une grand-mère, madame. Pourquoi tu parles comme ça aux filles? Je suis sous alcool, madame. Je suis frustré sexuel, en fait. Madame, Non, c'est gentil, ça va. Toutes ces scènes se sont succédées en l'espace de 2 heures seulement. Et cela n'a rien d'inhabituel. À Paris, comme dans de nombreuses villes françaises, les femmes subissent de plus en plus ces agressions verbales. Où se situe la frontière entre drague et harcèlement? Qui sont ces séducteurs de rue qui parfois deviennent insulteurs, voire agresseurs sexuels? Ce reportage est le témoignage d'une femme de 30 ans, ni particulièrement discrète, ni particulièrement provocante. Une passante, comme une autre. En France,
Les femmes déposent rarement plainte à la suite d'agressions verbales et même physiques dans l'espace public. À Mantes-la-Jolie, en région parisienne, Linda fait figure d'exception. À l'automne dernier, alors que la jeune femme prenait le bus, un homme a tenté une approche et la scène a mal tourné. Que s'est-il réellement passé? Je suis allée rencontrer Linda. Encore sous le choc, elle souhaite garder l'anonymat. Elle a 18 ans et c'est sa mère qui l'a convaincue de me parler de son agression. Il y avait tellement de monde que en fait, tout le monde se collait, mais là c'était vraiment, il se collait vraiment fort à moi, donc je me demandais qu'est-ce qu'il faisait. En pleine affluence, à l'heure de pointe, l'homme en profite pour se frotter à elle. Il se frottait en mode genre dansant sur moi, quoi, en gros. Et donc ça m'a énervé, et puis je me suis retournée, et puis bah là, j'ai vu qu'en gros il était... on peut pas dire le mot, mais ouais, il était en érection sur moi. Bon voilà, je me suis énervée, je lui ai dit mais qu'est-ce que tu fais, tu me colles pas comme ça, recule. Il a dit je suis bourré, personne n'a bougé dans le bus, et il m'a donné un coup de poing et puis il s'est sauvé. Ces coups auront des conséquences graves pour Linda. Atteinte d'une malformation de la moelle épinière, elle ne tolère aucun choc dans le dos. Au lendemain de son agression, ses jambes sont frappées de paralysie. Je me suis levée d'un coup et puis je suis tombée. J'ai eu le trou noir et je suis tombée. Puis là, ils ont appelé les pompiers. J'étais avec une amie et un ami, et puis ils ont appelé les pompiers. Elle tenait pas sur ses jambes. Hein. C'est une paralysie, et après, c'est carrément les jambes qui tremblaient. Elle se tenait pas debout, hein. C'était pas possible. C'est des cauchemars, c'est des flashs. Je dis pas que ça a pourri ma vie, mais ça restera marqué en moi. Linda est restée paralysée plus d'un mois. Aujourd'hui, elle reprend le bus, mais jamais seule. Elle est en permanence sur ses gardes. Ah, j'ai envie de me promener avec un taser, quoi, parce que ça me stresse. Voilà, il y a un homme, il s'arrête. Il t'a même pas parlé, il t'a même pas demandé comment tu t'appelais, c'est même pas ta vie. Il t'aime déjà parce qu'il a vu ton physique, il te trouve, comme ils disent, bonne, et ben là, ça y est, ils viennent te voir, ils viennent te parler. Et puis, alors t'as juste une envie, c'est de lui mettre un coup de taser, quoi, parce que des fois c'est insistant, des fois c'est ils te suivent jusqu'à chez toi. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, ils te suivent en voiture, et puis tu leur parles pas. Hein. Toi, tu marches sur le trottoir, ils sont en voiture, et puis ils mettent les warnings, et puis ils te suivent jusqu'à ton entrée. La violence de son agression l'a rendue intolérante à la drague, même aux remarques les plus anodines. Pour comprendre le sentiment d'oppression que Linda décrit, je décide d'arpenter le quartier où elle vit, à Mantes-la-Jolie. Pas grand monde dans les rues ce jour-là. Très vite, c'est un automobiliste qui m'aborde. Pardon. Pardon? Pourquoi? Non, merci. Non. Au revoir. Ma présence dans ce quartier est-elle incongrue? J'ai l'impression que les femmes ne se bousculent pas dans les rues. Sur cette esplanade, il n'y a que des hommes en terrasse. Et pour tout dire, je ne me sens pas à ma place. Au bout de quelques minutes, deux trentenaires se dirigent vers moi et tentent une approche sur un ton enfantin. Excuse-moi, je voulais savoir ton prénom. Comme il est timide, il m'a accompagné. S'il te plaît. Enchantée, Virginie. Enchanté, Virginie. Bon, bah l'écouter, hein. C'est pour l'expliquer que je suis avec elle, sois pas timide. Peu insistants, ils seront les seuls à m'accoster. Je continue ma route. Il semble que les hommes osent davantage m'aborder quand ils sont en mouvement. Comme si la brièveté du contact était pour eux la garantie de ne pas être humiliés. Merci. Quelques minutes plus tard, je réalise que l'un des clients du café m'a suivi. Comment? Je sais pas trop vous parler dans le café parce qu'il y avait trop de monde. Je peux vous déposer à l'hôpital, s'il vous plaît? Non, c'est gentil, je vais y aller à pied. Non, c'est gentil, merci beaucoup. Bah non, c'est gentil. C'est gentil? Ça ira? Oui, ça ira, c'est gentil. Il n'insistera pas. Mais un peu plus loin, un autre passant se montre beaucoup plus déterminé. Dis-moi, comment vous êtes? Virginie. Virginie? Virginie? Et vous êtes un petit peu là? Bah oui, mais là, j'ai pas le temps, je suis désolée. Tu fais souvent ça pour draguer les filles dans la rue? Tu leur demandes leur numéro de portable?
S'il vous plaît, vraiment. Ah, on se connaît pas. Après un show multipel. C'est gentil, mais tu fais comme ça d'habitude? De temps en temps. Ça marche? De temps en temps. Cette technique fonctionne-t-elle réellement? Je reste dubitative. Je tente de lui faire comprendre, sans agressivité, que son approche est pesante. On est tellement, on nous parle tellement tout le temps dans la rue que de temps en temps on en a marre. Tu comprends? Ouais. Ça peut être un peu oppressant, quoi. Voilà, c'est ça. Mais j'ai pas notre chose, je cherche un femme. Tu penses que tu vas trouver une femme dans la rue, comme ça? Non. Et toi, tu penses? Comment? Et toi, tu penses ça marche comme ça, non? Non, ça ne marche pas comme ça. Je vais lui opposer 3 refus d'affilée. Mais rien n'y fait. 200 mètres plus loin, quand j'entre dans ce supermarché, il est toujours derrière moi. Ah, tu me suis. Tu vas vraiment faire les courses. Finalement, il partira. Espérait-il vraiment me faire changer d'avis en me suivant? Quant à moi, ai-je été l'objet d'une drague pressante ou d'un début de harcèlement? Comment faire la différence? Et que dit la loi? Je suis allée interroger une juriste spécialiste du droit des femmes. Bonjour. Marilyn Baldec travaille pour une association qui défend les victimes de harcèlement sexuel. Un délit qui a généralement pour cadre le lieu de travail. Mais selon elle, il peut aussi se produire dans la rue. Bah oui, mais là j'ai pas le temps, je suis désolée. Est-ce que ça peut être qualifié comme du harcèlement? À partir du moment où une femme qui est l'objet de ces remarques, de ces invectives, soit n'y répond pas, parce que c'est une forme de refus de ne pas répondre, hein, soit dit je suis pas intéressée, à partir du moment où ça recommence, on est dans une forme de harcèlement qui peut être à caractère sexuel. Parce que quand les femmes sont harcelées dans la rue, c'est souvent un caractère sexuel. Le problème, c'est que les preuves sont difficiles à recueillir. Le fait que ce soit répété, mais par plusieurs hommes différents, on ne peut pas considérer qu'un homme, enfin en tout cas dans notre code pénal actuellement, qu'un homme puisse endosser la responsabilité du fait qu'il est le 10e. En clair, un harceleur ne peut payer pour ceux qui l'ont précédé. Tout le monde est coupable, c'est-à-dire personne en particulier. Pour saisir l'ampleur du phénomène, je suis de retour dans la ville de Linda, Mantes-la-Jolie. Cette fois, je me rends dans le centre-ville, un quartier cossu. Les passantes y sont-elles sollicitées là aussi? Et si oui, à partir de quel âge se font-elles aborder? Dans ce lycée, des jeunes âgés de 16 à 18 ans ont accepté de me raconter leurs expériences. Dans la classe, est-ce un réflexe? Les garçons se sont installés d'un côté et les filles de l'autre. Premier constat, ces adolescentes connaissent déjà par cœur les mécanismes de la drague de rue. Ça commence par un sifflement, puis après on nous regarde intensément. Et puis après, même quand on le rejette ou quand on essaie de pas lui répondre, parfois il arrive que le garçon en question, il nous traite sale pute ou t'es moche ou des choses comme ça, alors qu'il nous a demandé notre numéro ou nous a flatté avant. Ça vous est arrivé souvent? Bah oui. Est-ce qu'on vous a dit des choses un peu choquantes? Tu veux ma bite? C'est souvent, vous entendez ça? Moins souvent que les sifflements ou le truc, tu veux mon numéro, enfin passe-moi ton numéro, un truc comme ça, mais ça arrive quand même trop souvent. À force, elles en sont venues à éviter certaines tenues vestimentaires. Si on met une jupe ou un short, même en été, on est une salope. On se fait insulter de pute dans la rue. Comme ça, c'est tout de suite de notre faute. Ouais, mais t'as vu comment t'es habillée? Enfin, c'est ce que moi, on m'a déjà répondu. Je me rendais pas compte que les filles hésitaient à mettre une robe le matin parce que, ça, je sais pas, ça me passe pas par l'esprit. S'interdire certains vêtements pour avoir la paix, est-ce la seule solution pour éviter les insultes? Et d'ailleurs, celles-ci sont-elles punies par la loi? Cette fois, le code pénal est précis. En théorie, les injures à caractère sexuel dans l'espace public sont passibles de 22 500 € d'amende et de 6 mois de prison. Mais dans les faits, elles ne sont jamais sanctionnées, à la différence d'autres types d'insultes. Les injures à caractère raciste sont poursuivies. Elles sont poursuivies y compris quand il n'y a pas de plainte des victimes.
Elles sont poursuivies d'office par le ministère public parce qu'on considère que les injures à caractère raciste constituent un trouble à l'ordre public. C'est-à-dire qu'on ne veut pas vivre dans une société où c'est possible. Aujourd'hui, on sait que des femmes peuvent être traitées de salopes, de mal baisées dans la rue tous les jours quand elles passent au même endroit, etc. Pour autant, j'ai pas connaissance de ce qu'un procureur de la République ait décidé de se saisir de ce qui pour nous, constitue bien un trouble à l'ordre public, puisque la conséquence, c'est que précisément l'espace public, encore une fois, n'est pas réparti équitablement entre les hommes et les femmes. Cette difficile cohabitation entre les hommes et les femmes dans la rue, je vais la constater par moi-même, dans différents quartiers parisiens. Pendant plusieurs jours, je vais arpenter des lieux de passage, des lieux traversés par des populations très diverses, comme le centre de Paris, la gare Saint-Lazare, ou la gare du Nord. Cette dernière est la plus fréquentée d'Europe, avec 1,5 million de voyageurs chaque jour. Les hommes d'affaires qui viennent y prendre l'Eurostar pour Londres y croisent des jeunes désœuvrés. Ce soir-là, à 21 h, je me poste sur le parvis comme pour attendre quelqu'un. Mais un groupe va interpréter ma présence autrement. Hein? Tu m'attends? Non, je t'attends pas, pourquoi? Tu rigoles, ça va quoi? Bah oui, ça va. Ça va? Oh, c'est chiant. Comme je ne veux pas engager la discussion, les insultes ne vont pas tarder à pleuvoir. T'es trop charmante, c'est pour ça qu'il veut parler avec toi. Ouais, mais j'ai le droit de pas vouloir, moi. Elle est charmante, elle ressemble à un travaux, toi t'es charmante, toi. Ah, moi je ressemble à la trappe. T'es vieille, tu ressembles à rien. D'accord, bah c'est bien, pourquoi vous me parlez alors? Moi. Bah, qu'est-ce que tu fais là alors? Laisse la paix, tu ressembles à rien. Bah c'est très bien, bah merci. Mais non. Qu'est-ce que je t'ai demandé? T'étais contre le mur, j'ai rien demandé moi. Là tu dis ouais, vous me saoulez, je sais pas quoi, ça manque de respect, wesh. Bonne soirée. Je suis moche quand même. Eh ben merci. Tu dis ça quand t'es aigri? Quand t'es aigri, tu dis aux filles qu'elles sont moches? Non, je suis marié, moi. D'accord, bah c'est bien. Moi, j'ai besoin. Ah, toi tu as besoin. Mais ça se passe pas comme ça en fait. Comment ça se passe? Comment? Comment ça se passe? Ben ça se passe pas, je suis tranquille, j'attends quelqu'un. Voilà. Un scénario classique, toujours en deux temps. La passante est d'abord importunée, puis insultée. Une double peine en quelque sorte. Juste après l'altercation, un homme m'appelle. Excusez-moi, j'entends pas. Il a assisté à la scène de loin et il veut me mettre en garde. Faut faire attention, voilà, elle est charmante, après il faut se vous traiter, après vous mettez des blagues, après vous craquez dessus. Faut pas rester ici, faut rentrer à la gare parce que c'est avec des fous, c'est vrai. Ils vont prendre pour une... vous voyez, c'est pas vrai. Pour une quoi? Une 8 TV. Dommage, hein. Parce qu'une femme, elle n'a pas le droit d'être dehors à cette heure-ci? Non, si elle a le droit, mais ici à Paris, il faut faire attention. Moi je serais nul, en tout cas je resterais pas ici, je rentre dans un café, au McDo. Vous êtes mariés? Non. Vous avez un mec? Ouais. Normalement. Là, il faut être avec votre mec. Là. Et mon vertueux protecteur va lui aussi tenter sa chance. C'est très agressif comme manière de parler quand même. Bah, je vais rentrer, merci en tout cas. Hein. De rien. Au revoir. Même pas de numéro. Comment? Même pas de numéro de téléphone. Ah bah non. D'après une récente étude, 20% des Françaises se font injurier au moins une fois par an dans la rue. En Belgique, l'été dernier, un documentaire a dénoncé ces agressions verbales. Et il a fait grand bruit. Désormais, à Bruxelles, le harcèlement de rue est un délit réprimé par les autorités. Il est passible d'une amende de 250 €. Bonjour, Virginie. Irène Zellinger a mis au point un manuel d'autodéfense. Il s'adresse aux femmes qui en ont marre de se faire emmerder sans rien dire. Cela va du simple conseil de répartie à la prise d'armes martiales. Cette sociologue n'est pas surprise quand je lui raconte mon expérience de la gare du Nord. Pour elle, c'est l'expression moderne d'un schéma ancestral. Les hommes, dans l'espace public, ont le droit de séjourner, les femmes pas. Les femmes, si elles sont présentes dans l'espace public, c'est toujours pour faire quelque chose ou pour aller quelque part. Comme si c'est un signal que là, maintenant, vous êtes à disposition, on va venir vous parler. En tant que femme, on est éduquée à avoir peur de l'espace public. L'espace public, pour nous, c'est considéré dangereux. Déjà, en tant qu'enfant, en tant qu'ado, on reçoit tout le temps des messages plus ou moins cachés que dehors c'est dangereux, que je dois être de retour à la maison à telle heure. Et c'est des messages que mes frères ne reçoivent pas ou ne reçoivent pas dans la même mesure. Pour cette sociologue belge, la rue est un territoire où les mâles régneraient en maître.
Je suis de retour à Paris, dans le quartier de Belleville. Jusqu'à présent, quand j'interrogeais les hommes qui m'abordaient, je me heurtais très vite à une limite. J'ai donc demandé à un autre journaliste, un homme cette fois-ci, de recueillir leurs paroles après mon passage. Nous ne leur montrons pas que nous nous connaissons. Ça va mon ami, tu vas bien? Tu cherches quoi? Je te jure, vous êtes princesse du Ghana. Je me mets à l'écart. Le jeune homme continue de parler de moi avec le journaliste sur un ton nettement moins romantique. Mon collègue interroge un autre client du café. T'as réussi déjà, toi, dans la rue, tu dragues une fille de partir avec elle dans la chambre? T'as réussi déjà? Ah oui. Pas mal de fois. Mais tu couches avec elle, après, c'est bon. Tu couches avec elle, c'est bon. Pourquoi tu fais ça, en fait? Pourquoi tu fais ça? Bon, je couche avec elle, je drague, je couche avec elle, c'est pour faire l'amour, c'est pour ça. Après, si il y a une chose, si il y a une histoire entre nous, ça sera bien, c'est mieux pas, c'est bon. Donc, ils sont tous stupides. Alors, la majorité sont tous stupides. C'est pas facile pour trouver une femme calme, non? C'est pas facile. Ces hommes ont entre 25 et 30 ans. Ils sont presque tous sans emploi. Certains viennent tout juste d'arriver à Paris. Mais visiblement, ils connaissent déjà les endroits pour draguer. Bah vas-y, les Gare du Nord. Vas-y, t'es ramené le métro, t'es descendu à la Gare du Nord. Bon. Là-bas, il y a beaucoup de filles. Tu choisis. Il y en a crème chocolat, il y en a caramel, il y en a tous les couleurs. Dans la rue? Pistache, tout. Dans la rue, les femmes ne sont pas seulement agressées verbalement. 10% d'entre elles affirment aussi subir régulièrement des baisers ou des caresses qu'elles ne désirent pas. Dans les transports en commun notamment. J'accompagne Philippe dans le métro à Paris. Il travaille pour la brigade des réseaux ferrés, la BRF. Ce policier en civil traque les traditionnels pickpockets, mais aussi les frotteurs. Ces hommes, qui comme l'agresseur de Linda, la jeune fille que j'avais rencontrée à Mantes-la-Jolie, profitent de l'affluence pour se masturber sur des passagères. Il est 17h ce jour-là, c'est l'heure de pointe. On va prendre la ligne 4 à Châtelet. La ligne 4 étant une ligne assez fréquentée, donc susceptible d'avoir pas mal de clients pour nous. Philippe part avec 2 autres collègues, noyés dans la foule, pour repérer les frotteurs dans les rames. Vous avez des techniques pour repérer les frotteurs? La personne en général va être surtout en retrait, sur un quai, c'est-à-dire côté mur, va avoir une tendance à dévisager tout ce qui arrive, surtout les femmes, les regarder au niveau des fesses. Les frotteurs choisissent donc leurs victimes avant même d'entrer dans une rame. Très vite, les policiers soupçonnent un voyageur. Avant-dernière voiture, première fois. Ouais, il va essayer de rejoindre. La rame est bondée. Nous montons pour nous rapprocher du suspect. Le voici. Je peux voir qu'il est particulièrement collé à la femme devant lui. Et discrètement, il commence à se frotter à elle. Pourtant, il a suffisamment d'espace pour se déplacer. La passagère ne semble pas s'en rendre compte. François. À la station suivante, l'homme change de wagon. Et très vite, il recommence. Il se colle à une autre femme. Quand il descend, 2 agents le prennent en filature. Pendant ce temps, Philippe va interroger l'une des passagères. En hiver, beaucoup de femmes ne sentent pas la présence d'un frotteur du fait de l'épaisseur des vêtements.
celle-ci ne déposera pas plainte. Par contre, je suis un peu mal à l'aise. Il faut quitter là, en fait, il était tout à l'heure, c'est ça? Oui. Entre-temps, le frotteur trompe la vigilance des policiers et s'évapore dans les couloirs. Ce genre d'agresseur joue souvent la discrétion et certains n'hésitent pas à traquer longtemps les femmes qu'ils choisissent. En beige, sur votre gauche, le grand, voilà. Comme cet autre frotteur repéré par Philippe. Pendant plusieurs minutes, il va se coller à une passagère. Et il n'en restera pas là. À l'arrêt suivant, quand la jeune femme descend, il descend lui aussi. Nico, il était bien trop collé à la demoiselle. En plus, il avait quand même un peu de place pour se décaler. La preuve, on était à côté on était l'un de côté de l'autre. J'étais pas obligé de me coller à vous. Et bien. Donc il a rattrapé la victime pour voir où elle allait. Vous voyez, il a accéléré et couru dans les escaliers. Ce frotteur se comporte comme un prédateur. Il ne lâche pas la passagère d'une semelle. Il est juste derrière elle. Elle ne semble pas l'avoir remarqué. Vous avez vu? C'est la même? Ah, c'est la même, oui. Et d'ailleurs, regardez, il sait plus où il va. Il regarde, il vient de voir la victime qui partait. Il fait demi-tour aussi. Il va repartir, il va changer de direction. Ce jour-là, la victime a été mise hors de danger par les policiers. Quant à l'agresseur, il a lui aussi échappé à la brigade. Ce ne sera pas le cas de cet autre frotteur, arrêté quelques heures plus tard. Cette femme est sa 4e victime. Il vient de se coller à 3 autres passagères, sous les yeux de la police. Les agents décident de l'interpeller. Monsieur, bonjour. C'est ce que vous avez fait? Non, ça vous dit rien. Agresser sexuellement les femmes, ça vous parle? Quand vous touchez les femmes qui ne sont pas consentantes, monsieur, vous faites partie de la. L'homme a 25 ans et il nie tout en bloc. Eh bien, écoutez, vous aurez tout à loisir de vous expliquer sur votre rien. Ça arrive souvent que quand vous interpellez, les gens nient comme ça? 99 fois sur 100 et encore, on va dire 99 fois sur 99. Le frotteur est arrêté et embarqué au commissariat. Il encourt 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Plus tard dans la soirée, il sera finalement libéré. Aucune femme n'a déposé plainte contre lui. Les 3 frotteurs suivis par la brigade des réseaux ferrés étaient tous relativement jeunes. Existe-t-il un profil pour ces agresseurs sexuels? Je découvre que de nombreux frotteurs témoignent sur Internet malgré l'illégalité de leurs actes. Certains hommes publient même des photos prises à la dérobée dans les transports. J'ai contacté plusieurs internautes de ce forum. L'un d'entre eux se vante régulièrement depuis plusieurs années de toucher les fesses des femmes. Il dit avoir 28 ans, il refuse de me rencontrer mais accepte de répondre par écrit à mes questions. La première fois, c'était dans un train bondé. Ça dure depuis environ 8 ans. Ça compense souvent un manque. Je pense que ce qui m'a en grande partie amené à cette pratique, c'est ma passion pour les fesses féminines. Cela m'excite au plus haut point de caresser une femme à cet endroit-là. Et dans la foule, la tentation est trop forte. Il y a aussi le côté excitant que ce soit une inconnue. Je lui demande s'il comprend qu'une femme puisse se sentir agressée par ses gestes. Oui, c'est pourquoi je commence doucement par des attouchements qui pourraient tout aussi bien être accidentels. Et si elle cherche à y échapper, j'arrête. Cet internaute ne se voit pas comme un agresseur sexuel, mais comme un homme libre de fantasmer. Pour mieux cerner le profil des frotteurs, je rencontre Sylvain Mimoun. Ce psychiatre en a reçu une dizaine en consultation. Certains avaient été condamnés par la justice, obligés de se soigner. Les autres avaient fait la démarche de leur propre chef. Alors, dans ce témoignage-là du forum,
il est complètement dans son fantasme. Il est dans sa bulle. Il n'y a que lui qui ressent et il ne pense que ça. Il ne se dit pas ses fesses, ça appartient à quelqu'un. Et l'autre n'existe pas, en fait, finalement. Pour Sylvain Mimoun, les propos de cet homme sont caractéristiques des frotteurs qu'il a pu suivre. Alors, le profil, globalement, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de lui. C'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience ou qui a du mal à penser qu'il peut avoir une expérience. Ce qui fait qu'en fait, on les trouve à 2 tranches de vie. Soit des très jeunes, soit des beaucoup plus âgés. Ils ont l'impression que quand ils se frottent à l'autre, ils voient le corps de l'autre, a fortiori si elle est en pantalon serré, etc. Et à partir du moment où lui ressent quelque chose, il se met à imaginer qu'elle profite de lui aussi. Un frotteur en proie à ses pensées délirantes peut-il aller plus loin? Jusqu'à présent, à mon avis, les frotteurs ne sont pas des violeurs, mais quelqu'un qui est hyper excité, qui est resté dans son délire total, etc., je ne mettrai pas ma main au feu pour dire qu'est-ce qui pourrait se passer, quoi. J'avais également passé un appel à témoins dans un journal érotique. Un homme a fini par me répondre. Cette fois, il a plus de 50 ans. Il est marié et père de famille. Lui aussi refuse de me parler devant une caméra. Voilà, bon, c'est plus comme un fantasme que comme la vie, parce que, bon, comme je disais, je suis pas un malade, je suis pas un pervers non plus, vous voyez, c'est pas non plus le... Voilà, c'est pour ça que, bon, je veux pas être considéré comme un... Mais bon. L'homme veut me raconter son expérience dans les transports quand il rentrait du travail il y a quelques années. C'est une ligne où il y a souvent du monde, hein, on était tassés, bon, puis... Des fois, au début c'était comme ça, bon, puis après c'était plus un jeu, vous voyez, que... C'est un peu pour pimenter voilà, les minutes de trajet que j'avais, vous voyez. Un petit fantasme, un peu d'excitation, voilà, pour faire le trajet. Bon, c'est comme dans les émissions, le fait d'être vu, d'être pas vu, qu'on peut nous voir, que les gens devinent, c'est ce petit jeu qui est intéressant. Hein. Le quinquagénaire me confie qu'il ciblait un certain type de passagères. Il travaille au Trocadéro, donc sur cette ligne-là, il y a beaucoup de touristes aussi, vous voyez. Les petites chinois, des petits comme ça, les petits trucs comme ça, bon, je constatais que les Chinoises, les Japonaises, tout ça, c'est... Elle rigolait, oui, alors je sais pas si elle réalisait bien si elle comprenait ce que ça pourrait leur faire. Ça peut quand même traumatiser une femme de sentir un homme avec le sexe en érection sur elle. C'est très agressif comme attitude. Ah oui, non, mais je suis d'accord avec vous, mais bon, c'était pas pour qu'elle se sente mal à l'aise, c'était pas pour... c'était plus pour un plaisir personnel que je suppose que les femmes n'aiment pas, hein, je veux dire, je mets à leur place... Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que les frotteurs comme vous prennent les femmes pour des objets? Vous êtes dans une vision d'une femme objet sur laquelle on peut se frotter librement. Non, pas du tout. Non, j'ai beaucoup de respect. J'ai beaucoup de respect pour les femmes et tout. Je dis, c'est... Et vous saviez pas que c'était passible de 5 ans de prison? Vous saviez pas? Non. Bon, tout ce qui est viol, tout faire machin, bon, ça c'est sûr qu'on est plus ou moins au courant, mais ça je vois pas. Non, j'étais pas du tout... Ce frotteur semble découvrir l'illégalité des actes qu'il a commis. Au cours de ce reportage, j'ai souvent eu le sentiment que certains hommes ne réalisaient pas l'impact de leurs gestes ou de leurs mots sur les femmes qu'ils croisaient dans la rue. Une loi pourrait-elle sensibiliser l'opinion? Pas sûr. À Bruxelles, où le harcèlement de rue est officiellement illégal depuis 6 mois, aucune plainte n'a encore été déposée. Bonsoir Virginie. Bonsoir Guylaine. C'est vous qui avez réalisé ce document. Alors première question, comment est-ce que vous avez choisi les lieux où vous avez tourné? Alors, au tout début de ce reportage, j'ai d'abord commencé à chercher des témoignages de femmes qui avaient déposé plainte pour harcèlement de rue. Mais ces femmes sont très peu nombreuses. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Linda et que j'ai décidé de tourner dans sa ville, Mantes-la-Jolie. Alors, dans son quartier, très populaire, mais aussi dans le centre-ville, plus chic. Pour les autres sujets du reportage, j'ai choisi, à Paris essentiellement, des lieux très fréquentés, où il y a des populations très diverses qui se côtoient. Des jeunes, des vieux, des actifs, des non-actifs, des gens de toutes origines. Parce que c'est dans ces lieux très fréquentés que le harcèlement de rue se déclare le plus souvent. Alors quel est le profil des hommes qui vous ont harcelé dans la rue? C'est difficile de généraliser. Est-ce qu'il y a un profil déjà? C'est difficile de généraliser. Tout d'abord parce que mon approche
est forcément empirique. Elle n'a pas valeur de preuve. Mais ce que j'ai pu constater notamment sur les frotteurs, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes seniors, des papis-frotteurs, comme on les appelle, où là, on est plus dans une pathologie, voire une perversion, puisque ces hommes savent que les femmes ne sont pas consentants. Ils le disent d'ailleurs. Ils le disent, ils savent qu'ils ne sont pas consentants. Pour les harceleurs de rue, c'est encore différent. Ce que j'ai constaté à Mantes-la-Jolie sur le terrain, mais aussi dans plusieurs quartiers parisiens, c'est que les hommes qui m'abordaient étaient surtout jeunes. Voilà, plutôt jeunes, majoritairement d'origine étrangère. Alors, on peut se poser plusieurs questions. Ces jeunes parlent-ils de sexualité à la maison ? Quelle image ont-ils de la femme ? Est-ce que c'est un mot tabou, la sexualité ? Voilà, en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y avait beaucoup de frustration. C'était l'expression d'une frustration, comme si pour eux, le fait d'aborder une inconnue dans la rue n'était pas si facile que ça, et qu'ils le faisaient toujours de manière maladroite, et parfois voire violente, agressive. Voilà. Alors, est-ce que tout de même, tout ça ne révèle pas une certaine image de la femme dans la société française ? Au-delà des questions d'origine, de génération, d'appartenance culturelle, il s'est passé quelque chose dernièrement à l'Assemblée nationale où de nombreux députés, des hommes, ont sifflé la ministre Cécile Duflot parce qu'elle portait une robe. Donc là, on n'est pas dans le harcèlement. C'est pas du harcèlement, là. On n'est pas dans le harcèlement. C'est du machisme ordinaire. C'est l'expression d'un machisme ordinaire aujourd'hui qui se traduit dans la rue, mais aussi ailleurs. À l'Assemblée nationale. Voilà. Alors, dans au la cœur classe... de nos institutions. Alors justement, dans la classe de Mantes-la-Jolie, où vous filmez, les garçons ont l'air très surpris lorsqu'ils entendent les filles, mais sur les bancs à côté d'elles, raconter comment est-ce qu'elles se font harceler dans la rue. Alors vous, est-ce que vous avez été surprise aussi par la réaction des hommes lorsque vous leur avez parlé, vous travaillez sur ce sujet ? Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'au cours de mon reportage, quand je parlais à des gens de mon entourage, les réactions étaient très diverses. Il y avait d'un côté les femmes qui étaient très sensibles à cette question, très sensibilisées au phénomène du harcèlement de rue. Et puis de l'autre, des hommes qui souvent étaient sceptiques. Incrédules. Qui me disaient, mais il n'y a pas de sujet, mais de quoi tu parles ? C'est de la drague, c'est gentillet. Et c'était intéressant de voir la différence entre les deux. La différence de perception. Voilà, mais moi, pour finir, je tiens à dire que j'ai vraiment fait ce reportage parce qu'au moment de la diffusion du documentaire de Sophie Peter, cette Belgique, voilà, il y a eu beaucoup d'hommes sceptiques et qui ont dit ça n'existe pas en France. C'est pas possible chez nous. Voilà, ça existe en Belgique, c'est un phénomène belge, mais ce n'est pas un phénomène français. Et je pense qu'à travers ce reportage, on a quelque part l'illustration que ça existe bien chez nous. Merci Virginie. Merci.